bonjour à tous. Merci beaucoup d'être avec nous sur Médiane TV. C'est un plaisir de vous retrouver. Alors, on y va pour notre sommaire. On commence par l'aliment de la semaine, un aliment diurétique excellent pour les reins, l'artichaut. On vous dit tout dans un petit moment. Ensuite, nous allons nous intéresser au look corporate des messieurs. Comment être élégant au boulot. Le samedi, nous avons l'honneur de recevoir une femme inspirante. Et aujourd'hui, une femme qui a choisi de se former au coaching pour venir en aide aux enfants orphelins. Qui est Assia Ben Ayada? Eh bien, elle est avec nous sur le plateau. Et enfin, sujet santé, les varices. Est-ce que c'est un simple souci esthétique ou une véritable maladie? Nous poserons la question à notre spécialiste. En tout cas, je vous remercie d'être avec nous. C'est un plaisir de vous retrouver. Et je retrouve tout de suite mes invités pour vous. À tout de suite. Merci beaucoup d'avoir choisi Médiane TV. C'est un plaisir de vous retrouver une nouvelle fois. Je suis très heureuse d'être installée sur le plateau avec différents spécialistes, à commencer par vous, Mariam Filali, Mahba. Merci beaucoup d'être là. C'est un plaisir de vous retrouver. Merci pour l'invitation. Bonne année, meilleurs vœux. Merci à vous. Alors, vous êtes consultante en images et protocole. Et avec vous, comme ce qu'on a fait il y a quelques semaines déjà, le look corporate pour les femmes, on l'avait promis, on ne pouvait pas tout faire en une seule émission. On s'intéresse aux hommes, de la tête aux pieds, boutons, manchettes, cravates, chaussures, plis de pantalon, tout à la loupe, avec vous. Et puis, nous avons une femme inspirante, comme tous les samedis avec nous, une femme d'exception, une femme qui a choisi de se former pour venir en aide aux enfants orphelins, une femme qu'on appelle Mama Assia. C'est Madame Assia Ben Ayada qui est avec nous. Bonjour Lalla, c'est un plaisir de vous avoir. Merci beaucoup d'être là. Et puis à vos côtés, un chirurgien vasculaire périphérique très actif, très connu, et notamment grâce aux réseaux sociaux, mais aussi grâce à son professionnalisme et à son talent. Le docteur Hamza Benjeloun est avec nous. Bonjour docteur. Bonjour, merci beaucoup pour l'invitation. Alors, on vous voit souvent justement communiquer sur les varices, sur les réseaux sociaux, et on se posait cette question, est-ce que finalement les varices, c'est une vraie maladie ou c'est un simple souci esthétique? Eh bien, vous nous direz tout aujourd'hui. Et comme je l'ai annoncé il y a quelques instants, il y a un super aliment diurétique, c'est bien l'artichaut. Ça, c'est notre rubrique pour démarrer le samedi matin. On commence par un peu d'informations qui concernent notre alimentation. L'aliment de la semaine, vous l'avez compris, l'artichaut en images tout de suite. On dit qu'une personne qui tombe souvent amoureuse a un cœur d'artichaut. Mais l'artichaut ne serait-il pas plus qu'un simple séducteur? Historiquement, c'est au bord de la Méditerranée, en Italie, le pays du romantisme, que fut remarqué pour la première fois l'artichaut, au milieu du XVIe siècle. Au Maroc, les principales variétés consommées sont le blanc hierosis, le violet d'Alger, le salanquais et l'impérial star. Ce qui s'appelle le cœur, que l'on trouve au fond de l'artichaut et qui ressemble à du foin, ce sont en réalité des fleurs non écloses. Les feuilles, dont nous consommons l'extrémité, sont les écailles de ce beau séducteur. L'artichaut nous aide à prendre soin de notre santé. On y retrouve de nombreux minéraux tels que le calcium, le potassium, le phosphore, le fer et le sodium, et aussi des vitamines, notamment la vitamine K. Il est un coupe-faim naturel puisqu'il est riche en fibres, en insuline et en protéines. Il aide à la digestion et est riche en cynarine qui est un antioxydant bio. L'artichaut est aussi un bon allié contre le cholestérol. Il contribue à son élimination. L'artichaut se savoure de multiples manières et pas uniquement avec sa fameuse alliée, la vinaigrette. Au Maroc, bien sûr, on le retrouve en tagine, dans un mariage succulent avec les petits pois, en salade ou encore les délicieux artichauts farcis à la marocaine. Sous son manteau de feuilles, l'artichaut est à son meilleur en cette saison hivernale. Profitez-en, ce séducteur nous fait fondre le cœur. Ah, l'artichaut. Alors, un légume de saison, plein de poésie. Finalement, cet artichaut, il en cache des choses dans son feuillage. Moi, j'aime beaucoup. Vous aimez? Ah, j'adore, ouais. J'adore. Même en hiver, avec le plat, avec le tagine. Le tagine, mais aussi en salade. Et c'est vraiment un délice. Absolument. Et beaucoup de personnes aussi consomment l'eau de cuisson parce qu'apparemment, c'est un bon diurétique. C'est bon pour les veines, docteur Benjeloun? Oui, tous les aliments naturels, pas trop cuits, pour ne pas détruire les vitamines et tous les nutriments. Et je sais que c'est un bon allié minceur aussi. Oui, c'est un bon allié minceur, absolument. C'est bien pour les reins, ça nettoie les reins. Une gourmande de l'artichaut, Madame Assia?
Oui. Vous aimez? Oui, j'en aime beaucoup. Eh bien, super. Super. Donc, c'était un bon choix, finalement, d'en savoir un peu plus sur l'artichaut. Merci à la rédaction. Allez, on parle de quoi? Eh bien, on parle de développement professionnel et de mode. Les deux ensemble, c'est tout de suite. Mariam Filali, vous êtes consultante en images et protocole. Avec vous, ce que devraient porter les hommes pour être élégants au boulot. Mais d'abord, on va voir ce qu'ils en pensent. Est-ce que le port de la cravate signe le sérieux professionnel? Eh bien, réponse. Moi, je m'habille en cravate parce que c'est obligatoire dans ma société et mon secteur. Un look décontracté, ça serait une chemise avec un jean. Être sérieux, ça ne dépend pas de porter une cravate ou non. Au moins, mettre des chaussures convenables et une chemise, ça fait plus sérieux au travail, surtout quand on va voir des gens à l'extérieur. Tenue sérieuse pour mon boulot, ça serait une tenue où la personne elle est un peu décontractée, qu'elle ne soit pas serrée, qu'elle ne soit pas trop protocolaire et pas quelque chose de provoquant ni d'insultant pour les autres. C'est pas parce qu'on porte une cravate qu'on est sérieux. Plus on est âgé, plus il faut être officiel. Plus on est un jeune et plus il faut être officiel et plus il faut faire ses preuves par la tenue vestimentaire. Qu'est-ce que vous en pensez, Mariam Filali? Alors, moi, je dirais plus qu'il faut en fait répondre aux valeurs de l'entreprise. Tout dépend quelles sont les valeurs de l'entreprise dans laquelle on travaille. Si les valeurs sont plus décontractées, plus communication, on ne va pas être obligé de porter une cravate. Par contre, si les valeurs sont rigueur, sérieux, strict, là, je ne suis pas d'accord. Là, il va falloir porter la cravate, la chemise formelle. Okay. Voilà. Alors, la chemise, la cravate, tout ça, il ne suffit pas de sortir une cravate, une chemise, une veste, un pantalon pour dire j'ai le look entreprise. Tout à fait. Il y a des mesures particulières. Oui. En fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est l'image, enfin le code professionnel. Qu'est-ce que c'est le code vestimentaire? Pourquoi on va l'utiliser? Pourquoi on va prendre conscience qu'il faut faire attention à l'image de soi? Parce que tout simplement, on va dégager un message. On va transmettre un message qui est celui d'abord de la confiance. Et on sait très bien que la confiance, c'est la base pour les relations professionnelles. Donc, comment on va provoquer cette confiance? C'est par une image soignée. Mais une image soignée, comme vous le dites très bien, ce n'est pas porter n'importe quelle cravate, n'importe quelle couleur, n'importe quelle... Soignée et sobre. Est-ce que la sobriété est importante? Oui, tout dépend du milieu professionnel et surtout du secteur dans lequel je travaille. Je dis un exemple, et ça dépend aussi dans quel poste. Une personne qui travaille dans l'accueil n'est pas la même qu'un cadre, n'est pas la même qu'un manager. Donc ça, il faut que... Et aussi, moi je dis aussi, ça dépend de la hiérarchie. Moi je prends toujours l'exemple de la pyramide de Maslow, vous en parlez toujours du coaching ici, les premiers besoins. Je vais prendre un exemple simple, par exemple du tissu. Le premier besoin, c'est de se couvrir et de se réchauffer. Le deuxième besoin, ça va être esthétique. Troisième besoin, ça va être de qualité. Et c'est toujours dans le même tissu. C'est la même chose dans une entreprise. Plus on monte, plus on va faire attention aux détails, aux petits détails. Ça va être la cravate de soie, le tissu va être en laine, donc voilà, tout dépend. Donc, de la qualité. Il faut de la qualité. Donc, il faut bien se mettre dans la tête que nous travaillons dans une entreprise, dans une communauté, et nous avons un message à transmettre. Donc, ok. Voilà. Alors, maintenant, on va essayer de voir les bons détails. Là, on a un exemple. Quelqu'un qui travaille dans un secteur où il y a ça vous dit quoi quand vous regardez cet homme? Je vous pose la question, docteur Hamza Benjeloun. Il vous inspire confiance ou pas? Oui, tout à fait. Il y a tous les codes. Personnellement, je ne suis pas un spécialiste, mais il a tous les codes. Pas spécialiste, mais toujours élégant. Voilà. Il est dans la norme aussi. Il est dans la norme, mais ce monsieur est élégant, il a sa cravate. Moi, il m'inspire confiance. Mais je dirais qu'il travaille dans une grande entreprise. Exact. Voilà. Donc, c'est le message que vous recevez. Lala Assia, qu'est-ce que ça vous dit quand vous regardez? À part la confiance et l'élégance, il inspire aussi la gaieté et un air sportif parce qu'en regardant le costume noir avec une cravate turquoise,
Ça donne de la lumière. Oui, la lumière. Oui. Donc, alors, on y va pour l'analyse. Tout à fait. Donc là, c'est un autre style, c'est plutôt un style décontracté. Donc c'est aussi, ce qu'il faut bien savoir, c'est que c'est bien, l'image est soignée. C'est-à-dire que même si je suis dans un domaine décontracté, même si je travaille en tant que journaliste ou en tant que dans le web aujourd'hui, je ne vais pas mettre un jean avec des trous, ou on va oublier. Il y a tous les détails ici, même si c'est décontracté. On a la ceinture, on a les chaussures, les accessoires sont de même couleur, on a des couleurs sobres. Vous voyez, donc c'est ça le plus important. Ça va. Alors nous, en tant que mais est-ce que ce look-là, par exemple, pour nous, notre génération, il nous convient parfaitement. On va dire les choses comme elles sont. Mais si vous prenez, par exemple, ce look-là et vous le mettez, la nouvelle génération, comment on les appelle, les Z, les Y et les Z, X, Y, Z, c'est ça, Y et Z, c'est ça. C'est un look qui est loin de leur monde à eux. Et en fait, vous allez prendre un jeune homme à qui vous allez dire « habille-toi comme ça », il va vous dire « mais je ne peux pas… » c'est pas propre à ma génération, ça ne me correspond pas, ça ne correspond pas à mon identité. Alors, il faut bien distinguer le monde professionnel du monde personnel. Donc ça, c'est très important. On a notre garde-robe qu'on peut porter les week-ends et on a notre garde-robe qu'on peut porter quand on travaille. Après, ça reste sur les valeurs, je répète, sur le poste qu'on détient. Plus on est en contact avec la clientèle, avec les collaborateurs, avec les associés, avec les fournisseurs, plus on sera amené à prendre soin de notre image. Parce que c'est aujourd'hui, avec la concurrence, etc., on doit travailler sur la négociation, sur la confiance. Et il y a ce qu'on appelle la théorie du face-à-face. On ne peut pas rater la première impression. Il faut que la première impression soit déterminante pour gagner. Donc là, par exemple, c'est quelqu'un qui travaille, par exemple, sur la communication. Donc, il sera plus à porter des couleurs pour être plus proche de la personne. Donc, un jeune aujourd'hui, OK, voilà, par exemple, mais ça sera dans le domaine de la communication. Il ne va pas aller quelqu'un strict dans la banque ou dans une institution. Qu'est-ce qui vous dérange? C'est le pantalon et les chaussures? C'est un code, ça dépend. Le message qu'il transmet, ce n'est pas un message de stricte rigueur, sérieux. C'est plus dans la communication, quelqu'un qui va travailler en tant que… Mais même quand on est dans la communication, il faut être… oui, on n'est pas formel, mais il faut envoyer un message pas de sérieux, mais de confiance. Oui, il faut inspirer confiance. Inspirer confiance, ça c'est dans tous les secteurs. C'est pour ça que l'image soignée est importante. Ça, c'est la base. Et vous savez, l'image de la personne, la signature de la personne, elle se base avant les compétences, d'abord sur la confiance. Ensuite vient la compétence et ensuite vient la crédibilité et la courtoisie. Et ça, je le dis parce que dans le monde professionnel, on a 3 étapes importantes. D'abord, trouver un travail, donc l'image est importante. La deuxième, c'est être bien dans son travail. Et la troisième, c'est avoir une promotion. C'est pour ça que j'accompagne des personnes dans la dernière étape. Parce que qu'est-ce qui se passe? Ils me disent… Oui, mais moi, j'ai 20 ans d'expérience, je connais tous les rouages de l'entreprise, et pourtant, il y a un jeune qui vient d'entrer et il a été promu. Oui, mais est-ce que votre image inspire confiance? C'est pour ça qu'il faut s'habiller dans l'entreprise selon le poste qu'on a envie d'avoir, et non pas… Je m'explique. Si vous êtes cadre et vous voulez par exemple être chef d'agence ou chef, donc je vais m'habiller dans cette perspective, ça va faciliter à votre supérieur. C'est incroyable ces choses-là. Oui, il ne suffit pas d'être. C'est un très bon conseil. Il ne suffit pas d'être pro. En fait, il faut être pro et bien habillé. Après. La compétence vient après. Après l'image. C'est l'image. Et l'image, elle doit refléter la confiance. Parce que vous représentez une entreprise. Je donne un exemple. Une entreprise qui a la maison mère qui est par exemple à l'étranger et qui veut envoyer quelqu'un la représenter. Oui, la compétence y est. Et dès aujourd'hui, c'est facile. On peut faire des formations. Oui, mais moi, je veux que vous le représentez correctement, avec l'image professionnelle et selon les valeurs de l'entreprise. Et c'est ce qu'on oublie. Un bouton, 2 boutons ou 3 boutons? Alors, 2 boutons ou 3 boutons. Un bouton, oui aussi. Seulement, si on a un bouton, il faut le fermer. Le fermer quand on est debout. Quand on est debout, quand on s'assoit, donc on l'ouvre. 2 boutons, donc on ferme le premier et on laisse le deuxième. 3 boutons, on ouvre les 2 premiers et on laisse le troisième. On ferme les 2 premiers. Les 2 premiers, on laisse le troisième ouvert. Mais quand on s'assoit, on ouvre. On ouvre. Ça va aussi pour les femmes?
Pas obligatoirement. Les femmes, ce n'est pas la même chose pour les hommes. Okay. Ça, c'est le code vestimentaire pour les hommes. Exactement. Maintenant, je sais que je vais ajouter une petite chose. On a des fois les hommes qui ont un ventre assez volumineux, donc ils ne peuvent pas fermer. Là, en tant que conseillère en image, on va jouer sur les lignes pour qu'on va laisser la veste ouverte, on va mettre la cravate plus allongée, plus large. Pour montrer camoufler un peu la longueur. Ça, ce sont les erreurs. Oui. Les erreurs, par exemple, un costard avec une montre sportive ou des bracelets, donc cela à éviter. Mais ça dépend dans quel contexte. Pardon. Moi, je parle du code vestimentaire. Quel que soit le contexte, costume et... Costume, on ne porte pas de veste, on monte plutôt une montre plate, voilà. Donc ça, ce sont des conseils pour éviter les erreurs, les destructeurs de l'image professionnelle. Ok. Voilà. Alors, Mariam Filali, nous avons des questions pour vous. On va prendre la question de Saïd, qui vous dit, est-ce qu'on peut oser les baskets avec un costume ? Alors, tout dépend dans quel domaine vous travaillez. Si vous travaillez dans une institution financière ou dans une grande entreprise où les valeurs sont sérieuses, non. Maintenant, il y a ce qu'on appelle le vendredi. Vous pouvez vous lâcher un petit peu. Ça, c'est à voir avec... Ça dépend de vous. Quel est votre message que vous voulez transmettre? Moi, de mon côté, je ne conseille pas. Mais si vous le voulez, tout dépend. Parce qu'il ne faut pas oublier que lorsqu'on choisit un vêtement, il y a un message qui est... Tout à fait. Le vêtement communique. Alors, vous pouvez nous dire ce qu'on communique, là, nous, maintenant ? Alors, oui, tout à fait. Donc, monsieur, il est vraiment dans le sérieux, dans le strict, dans le professionnel. Il inspire vraiment confiance. Pas de cravate. Ce n'est pas obligatoire, puisque vous êtes... voilà, donc, mais vous, quand même, vous inspirez. Et la cravate, c'est un accessoire. Alors, justement, les médecins, il y a beaucoup de médecins qui s'imposent la cravate et d'autres pas. Et c'est pour envoyer un message, je pense. Alors, que pensez-vous du message qu'ils envoient? Là, vous êtes strict, mais il y a un côté décontracté avec la chemise ouverte. Je fais jeune, voilà. Les lunettes sont très sérieuses. Voilà. Si j'ai des conseils, c'est un peu changer le cadre. Ça va donner un peu plus de moins sérieux dans le carré. Voilà. Okay. J'en ai plusieurs. Voilà, parfait. Très bien. Madame, voilà, très bien aussi. Elle a ce côté chic que j'aime beaucoup, cette petite broche qui la met en valeur, qui rappelle un petit peu ce côté qu'elle en a parlé. De toute façon, je laisse les téléspectateurs découvrir un peu son histoire, qu'elle nous a raconté un peu. Moi, je suis hors... Non, tu es très bien. Hors circuit. Tu es dans le journalisme, dans les couleurs, comme toujours. Merci. Je veux juste rajouter quelque chose sur ce côté-là. Parmi les soft skills maintenant, pour réussir une carrière ou bien obtenir un emploi et réussir un entretien d'embauche, c'est l'image et le comportement vestimentaire. Tout à fait. Parce que c'est comme ça qu'on peut faire la sélection. C'est ça. Et vous accompagnez des jeunes étudiants, justement, Mariam. Exactement. C'est ça, en fait, c'est les soft skills, parce que les hard tricks, aujourd'hui, c'est obligatoire. Mais il y a tout le comportement, la gestuelle, le non-verbal, l'habillement, les couleurs, qu'on doit prendre en considération. Merci beaucoup, Mariam Filali, consultante image et protocole. Nous allons continuer l'émission ensemble. On va marquer une courte pause et on revient pour la deuxième partie où on en saura un peu plus sur notre femme inspirante de cette semaine. Mama Assia, comme aime l'appeler tous ses enfants. Assia Ben Ayada est avec nous. Et puis, nous avons aussi ce sujet sur les varices. Est-ce que c'est un simple souci d'esthétique ou une véritable maladie? On en parlera également. Donc, on se retrouve dans un petit moment. On compte sur vous. À tout de suite. Et comme promis, nous sommes de retour pour continuer notre émission. Ce matin, sur Média TV, nous avons parlé du look corporate pour les hommes, comment être chic en entreprise selon votre milieu professionnel. Les conseils donnés par Mariam Filali Meknassi, qui est coach, consultante en image et protocole et pas coach. Voilà, il faut bien préciser, il faut bien appeler les choses par leur nom. Merci beaucoup, Mariam. Dr Hamza Benjelloun est là pour parler de varices. Est-ce que c'est une maladie ou un simple souci esthétique? Et puis tout de suite, notre femme inspirante de cette semaine.
Laila Assia Ben Aïada, merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes notre femme inspirante de cette semaine et c'est une rubrique vraiment que nous adorons au sein de la rédaction parce que ça nous permet de rencontrer des femmes d'exception. Ça nous permet de mettre en lumière des parcours de vie, professionnels ou autres. Et vous avez choisi de venir en aide aux orphelins et de vous former au coaching pour aider les enfants, justement. On va en savoir un peu plus sur vous à travers ce reportage réalisé par nos équipes qui sont venues vous rendre visite. On regarde. Assia Ben Aïada, coach professionnel et personnel, coach scolaire et praticienne PNL, mariée, mère de 3 filles. J'ai fait des études universitaires en littérature française à Oujda. J'ai fait le choix de me consacrer à ma petite famille, d'éduquer mes filles et de ne pas déléguer leur éducation à quelqu'un d'autre. Donc je me suis occupée d'elles. Elles ont grandi et là, je me suis sentie inutile. J'ai perdu goût à la vie. Donc j'ai parlé à mon mari, il m'a conseillé de faire la PNL. La PNL a changé ma vie à 180 degrés. C'est grâce à elle que j'ai découvert que j'ai réalisé beaucoup de choses dans la vie. J'ai pensé à adopter le domaine associatif et c'est là où j'ai visité l'orphelinat Hi Hassani, où j'ai trouvé des enfants abandonnés, avaient besoin d'être soutenus, d'être accompagnés, d'être compris. Donc pour les bien accompagner, j'avais besoin de faire une autre formation qui est le coaching professionnel et personnel ainsi que le coaching scolaire pour mieux les comprendre et les aider correctement. Par la suite, j'ai créé une classe à l'intérieur de l'orphelinat Hi Hassani et j'ai donné moi-même des cours à ces enfants. Après ma formation du coaching et pour travailler sous un cadre légal, donc j'ai dû créer l'association à l'UIM pour faire bénéficier d'autres enfants que ces orphelins à l'orphelinat. J'ai pas beaucoup de temps, mais le temps qui me reste, je lis et je lis beaucoup dans mon domaine. Je lis toujours pour trouver des solutions pour accompagner les enfants. Tout ce que je fais, je le fais pour moi parce que c'est ma passion. C'est mon oxygène, c'est ça ce qui a donné un sens à ma vie. Je peux dire que ces enfants, c'est eux qui m'ont servi parce que c'est grâce à eux que je suis maintenant coach, que je suis maintenant présidente d'une association et je pratique mon métier avec cœur. Et tout ce que je fais, je le fais avec cœur et je trouve que c'est le minimum que je puisse offrir à mon pays. Et merci beaucoup d'être avec nous. Ça vous fait plaisir de regarder ces images? Oui, ça vous dit quoi? Oui. Elle vous inspire, cette femme que vous venez de... Oui, Eh ben, c'est vous. Oui. Merci beaucoup de faire ce portrait, de me faire voir comme ça en direct. Voilà. Merci en tout cas, c'est ce que vous faites au quotidien, justement, que vous avez vu là, cette joie avec les enfants, jouer avec eux, etc. Alors, tout ça a commencé parce que, en fait, vous vous sentiez seul. Vous sentiez seul, vos filles étaient parties de la maison, vous aviez consacré toute votre vie à leur éducation, elles sont parties de la maison. Et à ce moment-là, vous vous tournez vers la PNL et vers le bénévolat. Mais pourquoi avoir choisi de vous former pour ces enfants? Parce qu'il y a beaucoup de bénévolat, on va dire, dans notre pays, au Maroc. Mais pourquoi vous avez eu envie d'aller vous former au coaching pour apporter quelque chose à ces enfants? Qu'est-ce qui leur manquait? Oui, comme j'ai dit, quand j'ai fait la PNL, au début, c'est parce que j'ai perdu goût à la vie et tout ça. Donc, je l'ai faite pour travailler sur moi. Mais quand j'ai choisi de faire le coaching, c'était pour aider ces enfants, car je me suis retrouvée dans des situations embarrassantes avec ces enfants. Ils posaient des questions dont je ne pouvais pas répondre. Des questions sur leur situation à eux? Oui. D'orphelins? Oui. Voilà. Donc, ils n'avaient pas confiance en eux. Et j'ai constaté que ce ne sont pas des enfants. Moi, j'ai éduqué mes filles, voilà. Il y avait des problèmes, certes, mais pas autant que... Donc, j'ai dit, qu'est-ce que je vais faire? Et comme j'avais fait déjà la PNL, je savais ce que c'est le coaching et tout ça.
j'ai décidé de faire le coaching professionnel et personnel pour avoir des outils qui me permettent à comprendre ces enfants et les aider correctement. Voilà, c'est pour cela que j'ai... Ça a changé votre façon de faire? Oui, oui, ça a changé beaucoup. Déjà parce qu'au début, comme j'ai dit, je me suis retrouvée dans des situations où je pleurais avec eux. C'est-à-dire, au lieu de les aider, je pleurais parce que je ne savais pas quoi faire. Il y avait des méthodes, il fallait des méthodes pour leur rendre la confiance en soi. Voilà. Et tout ça, on doit être formé pour ça. Donc, le coaching m'a permis et m'a donné beaucoup d'outils qui me permettaient de travailler correctement avec ces enfants. Donc, vous êtes une coach bénévole, en fait. Oui. Vous faites tout ça dans le bénévolat le plus absolu. Oui. C'est-à-dire, on ne vous paye pas pour ça. Personne ne vous paye pour ça. Oui, et j'accepte pas. D'ailleurs, quand j'ai décidé de faire la formation, je l'ai faite dans le but de travailler que dans le bénévolat. J'ai eu, c'est-à-dire je peux les compter sur les doigts, 4 ou 5 cas qui ont demandé de l'aide et ils avaient les moyens de payer. Moi, j'ai dit non, mais ils ont dit, je veux, on demande votre aide, coach. Donc, quand quelqu'un demande l'aide, on ne peut pas lui refuser. Et je n'ai pas fixé le prix et j'ai dit, je vais travailler avec votre fille. Par exemple, c'était le premier cas, c'était une fille. Et si vous êtes satisfaite, moi, j'ai une association. Voici le numéro de compte. Vous pouvez verser ce que vous voulez. Si vous êtes satisfait, si vous n'êtes pas, donc à la fin. Oui. Donc, elle a versé plus que ce qu'il fallait. Elle a parlé à ses copines. Donc, mais je ne me suis pas sentie à l'aise. Et j'ai arrêté ça. D'accord. Voilà. Même s'il y a des cas qui sont à l'aise, je travaille que dans le bénévolat. Que dans le bénévolat avec les enfants. Ça... Alors, votre plus belle réussite à travers cette expérience? Ma plus belle réussite à travers cette expérience, c'est que j'ai réussi à rendre la confiance en soi à ces enfants. Vous encadrez combien d'enfants? À l'orphelinat, il y avait 47 enfants, dont les enfants, les adolescents et les jeunes adultes. Mais finalement, l'année dernière, cette année, il a eu son bac. Ça n'a jamais été à l'orphelinat. Il y a des enfants qui arrivent à suivre leurs études parce qu'ils arrêtaient en CP, CE1, en CE1. Maintenant, ils arrivent à continuer leurs études. Et la plus belle réussite qui m'a le plus marquée, c'est que j'ai pu insérer quelques jeunes à l'emploi. Voilà, ils sont maintenant indépendants dans leur vie. Eh bien, bravo. Voilà, Myriam, un petit mot de réaction? C'est magnifique. Moi aussi, j'ai fait donc la PNL dans ce sens-là pour me transformer et c'est vraiment un outil extraordinaire et je vous félicite parce que c'est vraiment un très beau travail ce que vous faites. Pour les enfants. Oui. Pour les enfants, c'est ça. C'est très tous important. ces soft skills dont on parlait, finalement, qui sont très importants, ces compétences douces, comme on les appelle, qui sont très importantes, et que vous donnez à ces enfants parce que le cadre manque pour eux. D'ailleurs, ça peut être difficile pour des enfants qui ont leurs parents biologiques avec eux, comme on dit, fama balouk pour des enfants orphelins. Et ça a développé, ça n'a pas resté seulement au niveau de l'orphelinat. Maintenant, dans des établissements publics, voilà, et ça a développé jusqu'à les élèves ingénieurs, voilà. C'est ça. Docteur Benjeloun, un petit mot à notre femme aspirante. Je voulais louer son action et je la félicite. Et j'ai remarqué deux choses dans son histoire. C'est que c'est une femme qui aime la passion. Elle était passionnée par ses enfants, qu'elle a élevés, elle a voulu se consacrer complètement. Et après, quand ils sont partis, il y avait un vide. Donc elle s'est trouvée une autre passion, vu qu'elle a un grand cœur. C'est ça. Et elle est toujours dans le partage. C'est-à-dire, elle partageait avec ses enfants.
Ils sont partis, maintenant elles partagent avec d'autres enfants et je trouve ça juste magnifique d'être passionné et de vouloir partager. Passionné, avoir un grand cœur, actif, dynamique. Alors, nous avons des questions pour vous, Lala Assia. On a Hind qui vous dit, est-ce que vous avez l'impression d'être la maman de tous ces orphelins? Oui. Oui, je suis la maman de tous ces orphelins ainsi que la maman de tous les élèves du collège, de l'école Artal par exemple, et tous les élèves ingénieurs que j'accompagne, comme les élèves ingénieurs de l'école centrale, l'école l'ENSEM, le HTP, l'école Mohammedia Rabat. Et tous vous appellent Mama Assia? Oui. Même ceux qui ont leurs parents? Oui, même si qu'ils ont leur... voilà, j'ai des messages sur le téléphone, vous pouvez... Vos filles, elles ne sont pas jalouses? Oui, ma fille aînée, oui, elle me le dit toujours, voilà. Et même la petite, c'est la cadette qui ne le montre pas, parce que j'ai 3 filles. Voilà. Elles ont quel âge? L'aînée, elle a 30 ans, elle a une fille, je suis déjà grand-mère. La cadette, elle a 25 ans. Et la Benjamin, elle a 17 ans. WIAM, d'ailleurs, l'association à WIAM, elle porte son nom. Elles sont un peu jalouses? Jalouses gentiment, pas jalouses. Oui, c'est parce qu'il me reproche de consacrer plus de temps à ces enfants-là. Voilà. C'est vrai. Des fois, on n'a pas envie de partager ses parents, mais quand on a une maman comme vous... on peut le comprendre. Alors, on a une autre question pour vous. C'est Mehdi qui vous demande comment faites-vous pour tenir le coup face au manque affectif des orphelins, face à cette demande en affection? C'est la présence chaque jour. Voilà. Par exemple, pendant les 2 premières années, j'étais présente, je pointais chez eux chaque jour et je restais avec eux pendant 3 heures, 4 heures, leur parler, les câliner, voilà, participer à leurs fêtes. Voilà, par exemple, l'Aïd el-Kbir, moi, j'ai laissé mon mari, le mouton et tout ça à la maison. Je suis partie, j'ai mis mon gel là-bas et je me suis mise en bildi et je suis partie chez eux. Passer l'Aïd avec eux? Oui. Votre mari, il vous soutient? Oui, c'est important aussi d'avoir un conjoint voilà, c'est très important. Qui n'est pas dans la critique. C'est très important. D'ailleurs, pour insérer ces jeunes dans l'emploi, c'est grâce à lui. Voilà. Donc, l'action continue même à la maison. Oui. Eh bien, merci beaucoup d'être là. Merci d'exister. Merci de tout ce que vous faites pour ces enfants. Et c'est un plaisir de vous rencontrer, justement de partager ça avec nos téléspectateurs. C'est une fierté aussi pour nous de mettre en lumière ces femmes qui travaillent à l'ombre. Assia Ben Aïada, merci beaucoup d'avoir été là. On continue l'émission, on va parler de varices. Merci à vous pour l'invitation. J'ai vu, vous faites beaucoup de sport avec les enfants, donc je pense qu'il n'y a pas de souci de varices. Alhamdoulilah, super. En tout cas, celui qui les soigne et qui les soigne très bien est à vos côtés, Dr Hamza Benjeloun. À tout de suite. Alors, Dr Hamza Benjeloun, vous êtes chirurgien vasculaire périphérique. Nous allons parler des varices avec vous. Est-ce que c'est un problème d'esthétique ou une vraie maladie? Mais d'abord, qu'est-ce que c'est? Comment ça fonctionne? En images, nos équipes ont préparé une animation pour nos téléspectateurs. On regarde et on revient. Alors que le cœur crée la pression nécessaire à l'envoi du sang dans les artères, des valvules anti-retour sont présentes dans les veines pour favoriser le retour du sang vers le cœur. Si ces valvules fonctionnent mal, les veines peuvent se gorger de sang, elles peuvent se tordre et gonfler, devenir visibles à la surface de la peau, souvent au niveau des jambes et des pieds. Cet état appelé varice est courant et plus particulièrement chez les femmes. Cette affection vasculaire peut être accompagnée de gonflements des jambes, de démangeaisons, de brûlures, de douleurs et laisser apparaître de petites veines ramifiées en étoiles. L'hérédité est le principal facteur de développement. Toutefois, la grossesse, des périodes prolongées de position debout, l'obésité et le vieillissement peuvent aussi y contribuer. En cas de symptômes, un seul mot d'ordre. Ne souffrez pas en silence et n'attendez pas les complications. Consultez votre médecin. Alors, docteur Benjeloun, dites-nous, c'est une maladie ou c'est un souci d'esthétique? Je vais répondre rapidement à cette question. Évidemment, c'est une maladie et c'est un souci esthétique. Les deux? Oui. Alors, comme c'est bien expliqué dans le documentaire, les varices, c'est un problème de circulation. Il y a un mauvais drainage. À cause de ces varices,
de la périphérie vers le cœur. De la périphérie, c'est-à-dire des pieds? Oui, des pieds. Ça peut être même ailleurs. On peut avoir des varices au niveau des jambes, au niveau du bassin. Donc, on peut avoir des varices presque partout. Alors, ces veines ne font plus leur travail naturel, qui est de drainer vers le cœur. Et au lieu de drainer vers le cœur, elles refluent. Donc, au lieu de vider l'organe en question, là, on va parler des jambes, au lieu de vider la jambe de sang, ils la remplissent. Et c'est ce qui crée les œdèmes, les gonflements et les différents symptômes. Et les symptômes, qu'est-ce qui caractérise une maladie? C'est que ça altère la qualité de vie d'une personne. Alors pardon, on a une image, désolée de vous interrompre. Alors, en fait, on voit une petite coloration sur les jambes. Oui. Est-ce que ça, c'est des varices ou c'est juste des veines colorées et la varice, c'est la grosse veine? Alors, ça, c'est des télangiectasies, ce qu'on appelle des varices arénées, des spider veins. Et en dessous, il y a des veines un peu bleuâtres et de taille moyenne qu'on appelle des veines réticulaires. Et parfois, au-dessous, il y a des grosses varices, c'est-à-dire encore... Ce qu'on appelle varices, en fait, c'est des veines de plus de 3 mm. D'accord. C'est ce qu'on appelle varices. Mais ça, et celle-là, je pense qu'il y a un panaché. Il y a les trois. Il y a un panaché. Voilà. Mais est-ce que quand on a ça et qu'on ne voit pas la grosse veine, oui. Est-ce que c'est la porte ouverte à la varice, à la grosse veine? Si on ne traite pas ça se complique. Justement, alors qu'est-ce qui se passe quand on ne traite pas les varices? Ça ne fait qu'évoluer. En fait, on ne fait que reporter son traitement, parce que si on ne le traite pas immédiatement, on devra les traiter dans 3 ans ou dans 6 ans, quand ça sera encore plus évolué. Les varices stagnent rarement, ne se diminuent jamais. Donc, si on a un peu de chance, ça va stagner 1 an ou quelques semaines, mais sinon, ça va faire que se multiplier. Les femmes, d'été en général, elles remarquent qu'il y en a de plus en plus, que ça s'étend de plus en plus. Donc, ça commence parfois par les fines, mais il y a des femmes, où ça touche même les hommes, ça commence directement par les grosses varices. D'ailleurs, les hommes ont plus les grosses varices en général que les fines varices. Mais qu'est-ce qui fait le plus mal? C'est les grosses varices ou les fines? Les deux. Alors moi, je dirais que ça dépend plutôt de la sensibilité personnelle de chacun. Chacun a un seuil de douleur, a une sensibilité. Il y a des femmes et même des hommes qui ont que des fines varices et qui se plaignent des symptômes, et qui n'ont pas du tout les grosses, comme il y en a qui ont des très grosses et qui n'ont pas beaucoup de symptômes, qui ne se plaignent pas beaucoup des symptômes. Ça ne les dérange pas beaucoup. Alors, est-ce que tant qu'on n'a pas mal, il ne faut pas y toucher? Parce qu'on entend que ça revient. Non, je viens de vous dire que ça ne fait qu'évoluer. Vous savez, en France, les varices, c'est parmi les premières interventions chaque année. En nombre, c'est les interventions pour les varices en ambulatoire. Donc, on traite ça, ça touche beaucoup de monde. Ça touche une personne sur 2, une personne sur 3 qui est touchée par ces varices. Et il faut traiter pour éviter les complications. Il y a des femmes qui n'ont aucun symptôme, qui ont des varices. Et pour des raisons particulières, peut-être financières, où elles n'ont pas le temps, elles laissent traîner les choses. Et il y a des femmes qui viennent, par exemple, avec des complications très graves, qui sont des phlébites. J'en vois quasiment chaque semaine, il y a 1 ou 2 cas. C'est-à-dire, c'est au niveau de ces veines, à cause des varices qui ont ralenti la circulation au niveau de la jambe, par exemple, il y a eu un moment, d'autres circonstances qui ont fait qu'il y a eu une phlébite, c'est-à-dire que, par exemple, un traumatisme, un caillot qui se forme au niveau de la veine. Et là, c'est très grave. On est obligé de passer à la chirurgie, alors qu'avant, on pouvait la traiter sans chirurgie. On est obligé de donner parfois des anticoagulants, surtout si cette phlébite est profonde. Donc, là, on rentre, vous voyez, c'est pour ça que c'est une maladie, c'est que c'est une maladie avec des symptômes, avec des complications qui peuvent être graves, les complications. Il y a la phlébite, c'est très grave, on peut en mourir. Est-ce que c'est aussi la porte d'entrée aux accidents vasculaires cérébraux, à la crise cardiaque? Non, ça c'est plus les maladies artérielles. Ok. D'accord. Là, on est dans le veineux, c'est la phlébite, et c'est plus l'embolie pulmonaire, c'est-à-dire le caillot qui est dans la veine, il peut monter, traverser le cœur, aller vers les poumons. Et boucher, si vous voulez, les artères pulmonaires et donner une embolie pulmonaire, elle n'arrive plus à respirer. Et ça peut être foudroyant, direct une phlébite et faire... Donc en fait, dès qu'on remarque des colorations sur les jambes... Il vaut mieux voir un spécialiste. Il faut voir un spécialiste. Il vaut mieux voir un spécialiste. Et qu'est-ce qu'il risque de proposer? Parce que justement, il y avait très peu de spécialistes de varices ou vasculaires qui traitent ça. Donc beaucoup aller chez le cardiologue ou aller chez les médecins généralistes qui ne sont pas toujours au courant qu'il faut nous les adresser. Donc, ils leur donnent plutôt un traitement juste symptomatique. Pour calmer la douleur. Pour calmer la douleur, mais ils ne traitent pas la maladie de fond. Alors, il vaut mieux traiter la maladie de fond, déjà pour arrêter l'évolution, parce que ça ne fait que s'aggraver, et de 2, pour soulager le patient des symptômes, s'il en a,
Et de 3, l'esthétique, parce que beaucoup aussi sont demandeurs de... elles veulent avoir, ou ils veulent avoir des jambes. J'ai eu même des messieurs complexés par ça, parce qu'ils avaient de trop grosses varices, et ils veulent avoir des jambes sans varices. Voilà. Et donc, comme dans la médecine, quand on a des symptômes, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. C'est un signal d'alarme. Qu'il y a quelque chose qui ne va pas, il faut aller consulter. On ne peut pas se traiter tout seul. On peut suivre quelques conseils, un peu de sport régulièrement et pas n'importe quel sport. On peut perdre un peu de poids, donc ça soulage, mais il vaut mieux voir un spécialiste qui va voir tout ça, qui va mettre en ordre tout ça et qui va vous donner les meilleurs conseils, au moins pour freiner la maladie. C'est déjà un gain de freiner la maladie. Et 2, bien sûr, d'en guérir complètement, ça serait encore mieux. C'est ça. Mais en parlant d'hygiène de vie et de sport, alors vous avez des sportifs qui, malgré la pratique d'un sport, ont des varices. Oui. Parce que justement, les varices sont multifactorielles, les causes sont multifactorielles. Il n'y a pas une seule cause en général, c'est une personne. Surtout chez les femmes, on retrouve souvent beaucoup de causes. Donc il y a l'hérédité, c'est la première cause des varices, c'est-à-dire, c'est souvent, il y a un facteur génétique. On le retrouve chez la mère, chez la fille, chez les enfants. Donc le facteur héréditaire fait que vous avez des veines un peu plus fragiles, qui vont tomber malades un peu plus souvent que ceux qui n'ont pas d'hérédité. Donc il faut faire plus attention, faire plus de prévention que quelqu'un qui n'a pas d'hérédité. Par exemple, si votre maman a des varices, il vaut mieux se mettre au sport, avoir une bonne hygiène de vie. Alors justement, les varices, ça a un grand lien avec l'hygiène de vie. On ne peut pas traiter les varices avec un bon résultat sur le long terme et garder une mauvaise hygiène de vie. Ça peut récidiver juste à cause de la mauvaise hygiène de vie. Donc l'hygiène de vie, c'est quoi? C'est corriger les facteurs environnants et corporels, c'est-à-dire le surpoids. La profession est grande pourvoyeuse de varices. Donc quelqu'un qui a on a des métiers stationnaires où on ne bouge pas, comme assis trop longtemps ou debout trop longtemps. Donc soit tous les métiers de comptoir, pharmaciens, ou les coiffeurs par exemple, ou tous ceux les gardiens de sécurité, ou alors les métiers où on est assis trop longtemps, comme les banquiers, secrétaires, tous les métiers où on est assis trop longtemps. Donc la profession, il y a des conseils à suivre pour se prémunir, ne pas laisser, au moins freiner un peu la maladie. Marcher toutes les 20 minutes? Alors, quand on est debout trop longtemps, mettre les chaussettes médicales. Il y a des chaussettes de contention qui font comme un massage, ça soulage un peu le drainage. Et deuxièmement, c'est de circuler quand on est debout, de ne pas rester trop longtemps debout, dans la même position, et de mettre, pour les femmes, les talons pas trop hauts. Parce qu'il y a des hôtesses de l'air, par exemple, qui en mettent beaucoup, des hôtesses d'accueil. Donc, il vaut mieux mettre des talons de 2 à 5 cm en général. Le plat aussi, c'est mauvais, ça donne une mauvaise circulation. Il faut juste une petite hauteur. Donc, ça, c'est quand on est debout, les métiers où on est debout. Et les métiers où on est assis trop longtemps, donc c'est mettre les chaussettes médicales, la même chose. Allonger les jambes, dès qu'on peut les allonger, soit sous le bureau ou dans des contextes de voyage, au niveau du train, par exemple. Circuler à peu près chaque heure. Ne pas rester assise trop longtemps, soit lors d'un voyage, très important, les voyages, surtout en avion, où c'est pourvoyeur de phlébite, ou les métiers où on reste assis trop longtemps. Et quatrièmement, ne pas trop croiser les jambes. Alors, pas beaucoup ne savent que croiser les jambes, c'est mauvais pour la circulation et aussi pour le dos. Donc, évitez de trop croiser les jambes parce que ça bloque la circulation. Donc, comme ce que je vous dis, tout ça, tous ces facteurs, donc les grossesses, les hémorroïdes, la constipation, tout ça, il faut traiter tout ça pour avoir un bon résultat chez le patient sur le long terme. Donc tout cela, on le voit en consultation. Et bien sûr, donc, après avoir traité ces facteurs chez chaque personne et de l'avertir, déjà, beaucoup n'ont pas l'information que, tiens, ça peut me donner des varices. Par exemple, les hammams trop fréquents, trop de chaleur et tout ça, alors qu'elle a déjà des varices, ça va faire que les développer. Un peu donc, on lui donne des petits conseils, mettre des petits jets d'eau froide sur les jambes, surtout à la fin, et d'éviter le trop chaud. Donc ça, c'est le premier traitement. Après, on peut parler, si vous voulez, de la suite, parce que ça, c'est qu'une étape. Ça, c'est la prévention, et on va dire c'est ce qui dépend de la femme ou du patient lui-même. Oui. Maintenant, il y a tout le volet technique qui dépend du spécialiste que vous êtes. Je pense qu'on ne pourra pas vous suivre dans la technicité. Mais je pourrais simplifier, si vous voulez, les traitements. Rapidement, docteur. Juste pour dire aux patients qu'il n'y a quasiment plus besoin de chirurgie, parce que beaucoup de patients ont des varices, et surtout les grosses varices, et on leur a dit qu'il fallait se faire opérer obligatoirement avec la rachianesthésie. Maintenant, tout cela est évitable. Maintenant, on traite ça juste sous anesthésie locale, voire pas d'anesthésie locale. On évite la chirurgie grâce aux techniques modernes. Maintenant, on traite par un laser endoveineux, c'est-à-dire qu'au lieu, on n'a plus besoin d'incision, donc la personne
est soulagé tout de suite. L'arrêt de travail, au lieu d'être de 15 jours, il est de 2 jours. La personne se lève tout de suite, elle continue sa vie normalement. Donc pour le patient, ça serait bien qu'il ne soit plus effrayé par le traitement des varices, parce que ce qui était le cas avant a beaucoup évolué maintenant. Maintenant, il n'a plus besoin d'être effrayé. Le traitement se fait juste par une simple piqûre. Donc c'est équivalent à un prélèvement sanguin. Okay. Donc vous voyez que c'est beaucoup plus simple. Ça fait aussi mal que ça. Non, ça ne fait pas aussi mal que ça. Voilà, c'est pas plus compliqué que ça. Non. Merci, docteur. Alors, nous avons une question pour vous. On va en prendre une seule. On en a pas mal, mais on en prend une par manque de temps. Alors, Loubna vous dit, les varices peuvent-elles être dangereuses? Oui, ça justement, nous permet de rappeler un petit peu. Les varices peuvent être dangereuses. Alors, beaucoup pensent que on peut laisser traîner ça très longtemps, il n'y a pas de problème. Alors, des varices, ça donne des complications, comme ce qu'on a dit. Les complications, des taches brunes qui auront du mal à partir si elles tardent à les traiter. L'ulcère veineux, c'est-à-dire elle peut avoir une blessure au niveau de la jambe qui ne cicatrise pas. Okay. Tant qu'on n'aura pas traité les varices, elle ne cicatrisera pas. Et elle peut avoir une phlébite, comme ce que j'ai dit, la phlébite qui est la complication la plus grave de ces varices. Donc, beaucoup de femmes attendent la phlébite pour venir consulter en urgence avec une jambe qui fait très mal, qui a gonflé. Et là, le traitement est beaucoup plus compliqué. Alors, le message à donner, c'est plus on traite les varices tôt, plus le traitement sera efficace et moins il sera cher. Donc, il y a beaucoup de raisons à aller consulter tôt. Voilà. Parfait. Eh bien, merci beaucoup pour toutes ces explications, docteur. J'espère que vous avez tous passé un bon moment sur le plateau. C'était agréable? Oui. C'était bien? Super. Oui. Vous revenez? Bien sûr. Avec plaisir? Évidemment. Tout le monde? Même sans invitation. Mais, merci beaucoup. C'était un plaisir de vous avoir. Mariam Filali, consultante images et protocole. Assia Ben Ayada, coach et femme inspirante de la semaine. Et puis, Dr Hamza Menjeloun, chirurgien vasculaire périphérique. Merci à toutes et à tous d'avoir été avec nous, d'avoir choisi Médien TV pour vous accompagner. Merci à toute l'équipe, rédaction, technique, production, réalisation. Merci tout le monde. Bref, très bonne suite. Merci à vous, Lalla. Très bonne suite des programmes à tous. À bientôt. Au revoir.